Merci beaucoup, De Calisto. rien. Merci beaucoup, Jérémy, de m'avoir accordé un peu de ton temps. J'espère Oui. que ça t'a plu. Non, je sais, la charité, je le fais une fois par an. Donc j'ai décidé de faire la charité. Avec Podcast moi Arthur, ouais, exactement. Hello, je suis Arthur Lefebvre. Tu écoutes Flamboyante, un podcast produit par Mauvaise Tête et qui donne la parole et explore les identités de la scène queer. Nous allons nous pencher sur les drag queens et club kids actuels. Pendant quelques minutes, nous allons entendre leur parcours, leurs influences et leurs aspirations. Dans cet épisode, je reçois Jérémy, connu par certains et certaines sous le nom de Calypso Avekilled. Bonjour Jérémy. Bonjour. Comment vas-tu? En ce moment, Ouais, dans ta vie. dans ma vie, fauché, mais ça va, toujours beau. Toujours beau. N'est-ce pas l'essentiel? Oui. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu en quelques mots pour les gens qui nous écoutent? En quelques mots, je m'appelle Jérémy, j'ai 25 ans, je vais avoir 26 le 14 juillet. Je suis drag queen, ça fait 5 ans que je fais de drag et ça fait 9 ans que je suis ici à Paris et j'ai appris le français ici en France et j'ai appris très rapidement parce que je suis intelligent. Non, je rigole. C'est excellent. C'est de faux orgueil ce que je fais, je sais pas si les gens captent ça. C'est une très bonne introduction. Oui. Du coup, effectivement, tu es arrivé en France, tu es né aux Philippines. Oui. Est-ce que tu peux me parler un peu de comment s'est passée ton enfance et ton adolescence là-bas? Assez traumatique. Non, je rigole de ça, mais en fait, je considère que moi, je suis dans le croisement de plein de choses. Quand je suis né, mon père avait une boîte de agence de voyage et du coup, on était riches et du coup, mais après, genre, mon père et ma mère, ils s'embrouillaient et du coup, quand ils s'embrouillaient, ma mère qui prend mon petit frère, ils vont en Australie et mon père qui me ramène jusqu'à Hong Kong, tu vois, c'est un peu comme ça, genre la vie de jet-setteuse. Et après, vu qu'ils s'embrouillaient, il y avait personne qui prenait soin de l'agence et tout, genre ils ont fait faillite. Et du coup, ma mère, elle a utilisé genre ses derniers contacts pour venir ici en France pour travailler, pour gagner sa vie, parce que elle voulait quand même, elle voulait que mon frère et moi on ait une vie, je sais pas, une meilleure vie que la majorité des gens aux Philippines, tu vois. Et après, voilà, j'ai vécu avec mes tantes. J'ai vécu en province, dans la ferme et tout. J'ai toujours vécu dans les grandes villes, mais après, il y avait une partie de ma vie où j'ai vécu quand même en province. Et donc, voilà. Et donc, du coup, aux Philippines, tu es resté quand même assez longtemps. Tu as fait ta scolarité là-bas, une partie de ta scolarité? Enfin, presque toute ma scolarité, sauf la fac, genre le secondaire. J'ai cru comprendre que du coup, quand tu es arrivé en France, tu avais la possibilité d'aller au lycée ou à la fac. Oui, Et que tu as choisi d'aller au lycée avec ton frère. oui. Et quels sont tes souvenirs un peu de cette période-là en France, le lycée, Ok. etc. Est-ce que c'était très différent? Avant d'aller vraiment direct, enfin, mon frère et moi, on est assez malins, on a choisi d'aller au lycée parce que on s'est dit que on préfère apprendre la culture avant d'attaquer directement la fac parce que on s'est fait une image en fait de la fac, même ici en France, que genre ça va être difficile, il faut être autonome, etc., etc. Et on s'est dit que avec le lycée, on peut apprendre comment les gens fonctionnent, comment c'est la culture française, etc. Mais avant de passer vraiment au lycée, au second, tu vois, on a fait une classe en francophone, genre une classe d'accueil, et là on faisait des cours intensifs de français, mais à côté on rattrapait en fait les cours de collège. Mais vu que mon frère et moi on a fini déjà le lycée aux Philippines, c'était un peu facile. J'ai vu que tu avais parlé d'avoir vécu une bonne année de première et une Oui. année de terminale un peu plus compliquée, Oui, dû, si je ne me trompe pas, à ton coming out. oui. Oui. Est-ce que tu peux en parler un peu? Oui, parce qu'en fait, en première, on était 24 juste dans la classe. C'était un peu une classe spéciale parce que genre on n'était pas beaucoup. C'était un peu genre le reste en fait. Ils ont fait deux grosses classes et après le reste ils ont fait une mini classe. Et du coup j'étais dans la mini classe comme ça les profs pouvaient encore nous surveiller parce qu'après la classe non francophone on avait plus ou moins les mêmes profs et du coup ils nous surveillaient. Enfin ils nous regardaient quoi, ils nous observaient ils nous suivaient entre guillemets. Et après en terminale. Il y avait 3 grosses classes et du coup moi je me suis retrouvé dans une grosse classe de 32 élèves et
après, il y avait des élèves homophobes. Je croyais que ça allait bien se passer. J'étais séparé de mes autres potes de première et du coup c'était difficile. Enfin, je dis pas que genre les élèves de banlieue étaient méchants, mais c'était juste il y avait pas de tolérance par rapport à ma sexualité. Du coup c'était difficile et en ce moment-là aussi ma mère a déménagé au 17e et du coup j'ai pris ça comme une chance en fait de changer du lycée en plein milieu d'année. En plus j'avais des bonnes notes en première, du coup j'ai pris cette chance, tu vois. Et du coup voilà. Et du coup, ce coming out qui se passe plutôt, enfin qui est mal accueilli en terminale, Oui. c'était pour toi nécessaire de le faire à ce moment-là de ta vie? En fait, genre, j'ai pris un peu confiance parce que vu qu'en première, ça s'est très 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 bien passé. Que genre, j'étais délégué, j'étais adoré, mais vraiment adoré par toute la classe. J'avais pas d'ennemis, tout le monde me soutenait et tout. Je croyais que ça allait être comme ça en fait en terminale, sauf que non. Du coup, j'étais complètement choqué et je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. De toute façon, j'ai perdu le goût, entre guillemets, d'être sociable quand j'étais en terminale après genre cette expérience traumatisante. Du coup, que j'ai changé de lycée, je me suis un peu enfermé et je n'ai pas sociabilisé beaucoup à part 2 3 personnes. Et voilà, et vu que j'ai rencontré mon meilleur pote à cette époque-là, je traînais tout le temps avec lui, mais genre on s'est rencontrés en décembre et de décembre jusqu'à mai, on s'est pas séparés, on se voyait tous les jours, mais genre littéralement tous les jours. Peut-être une fois par semaine, on se voit pas, mais après tous les jours, on se voyait. Et en plus, il habitait à Boulogne, du coup, enfin, après le 17e, on a déménagé au 16e, et du coup, genre, il était vraiment pas loin de chez moi. Du coup, j'allais tout le temps chez lui, et on se baladait, on faisait des trucs, on fumait. Et t'as toujours contact avec lui aujourd'hui? Oui, en fait, le truc, c'est que genre, mes meilleurs potes d'avant, c'était genre mes meilleurs potes d'aujourd'hui, et c'est juste qu'il y a une ou deux personnes qui se rajoutent dans mon groupe, mais enfin, moi, je considère que j'ai beaucoup de connaissances, entre guillemets, mais pour être vraiment pote avec moi, il faut que je sache tout dans ma vie. Moi, je sépare, en fait. Il y a des cercles. Il y a le cercle de sexe, le cercle de potes de soirée et le cercle famille. En fait, pour que enfin, si t'es au courant, en fait, de ce qui se passe dans les 3 cercles, ça veut dire que t'es un bon pote. Enfin, c'était vraiment proche à moi. Mais après, si tu connais juste une partie de ma vie, genre, ça veut dire que je m'éloigne, en fait, de toi ou sinon, genre, je me sens pas, enfin, que je sens pas partager toute ma vie avec la personne parce que j'ai une vie assez enfin, je vois beaucoup de personnes et j'ai une vie assez mouvementée entre guillemets et du coup dynamique, éclectique, voilà, je sors les gros mots. Je préfère garder en fait des secrets, comme ça j'arrive toujours à impressionner les gens. Est-ce que pendant cette période, du coup, du lycée, même après, un peu après, est-ce que tu avais une assurance que tu as aujourd'hui ou tu étais plus réservé, plus timide? On va dire que je suis un peu schizo. Il y a des moments où, genre, enfin, il y a des moments il y a une partie de moi qui est vraiment, vraiment réservée. Par exemple, là, genre, on va dire que je suis sociable, mais genre, il y a une grosse partie de moi, en fait, qui retient tout ce que je pense. Mais voilà, sauf si je me dis, ah, ok, cette personne est de confiance et je peux vraiment tout dire. Tu vois, c'est pour ça que, même mes problèmes, même à mes meilleurs potes, je dis pas mes problèmes parce qu'ils vont être vraiment choqués. Enfin, ça m'est déjà arrivé. Il y a, genre, je connais un pote, je lui ai dit mes problèmes et il se sentait vraiment useless face à mes problèmes parce qu'il pouvait littéralement rien faire pour m'aider. Et du coup, je trouve qu'au lieu de donner cette peine aux personnes proches de moi, genre, je garde juste pour moi et je trouve la solution enfin, en général, je suis assez débrouillard et ça se passe bien au final. Et tu penses que, on va reparler du drag un peu plus tard, mais Oui. est-ce que tu penses que faire du drag t'a donné plus de confiance en toi ou plus d'assurance? Oui, c'est sûr, mais en fait, les trucs que les gens savent pas, c'est que avant d'avoir une grosse confiance, le drag va te détruire. Ok. C'est choquant, hein. Attends, je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, genre, quand tu commences tes drags, t'apprends le maquillage, t'apprends plein de choses, en fait, sur le physique, sur tout ce qui est superficiel, et tu te rends compte, en fait, de tes défauts. Tu te rends compte à un œil qui est pas symétrique que l'autre, tu te rends compte à un gros nez, tu te rends compte que t'es gros, tu te rends compte que t'as pas de talent. En fait, et tout ça, genre, t'es confronté à ça, et c'est à toi de choisir si tu veux avancer et améliorer et corriger tes défauts, corriger, entre guillemets, tes défauts entre guillemets, ou tu vas accepter ces défauts et genre faire partie de ton drag. Du coup, avant d'avoir la confiance, tu vas te détruire toi-même, tu vas être confronté à tout ça.
Sauf que moi, genre, j'ai pas de défaut de base, du coup, c'était facile pour moi d'être comme ça, tu vois. Évidemment. Évidemment. Dans une vidéo que tu as publiée sur ta chaîne YouTube, tu évoques le fait que tu as amorcé à partir de ton coming out une déconstruction personnelle dans le but d'être, je cite, une meilleure personne. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus à ce sujet? Ouh. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? La déconstruction. Alors en fait, je savais pas que j'étais en train de me déconstruire moi-même parce que quand j'ai grandi, en fait, c'était la construction de moi, tu vois. C'était une construction forcée, c'est-à-dire que je suis né, on m'a dit que je suis catholique, etc. Genre, je pensais que j'étais hétéro parce que c'était la norme aux Philippines, etc. Et du coup, genre, c'était moi et je sentais que j'étais différent, tu vois. Et après, quand je suis arrivé ici en France, il s'est passé tellement de trucs. J'ai découvert que je suis gay. Après, j'ai commencé le sexe, la drogue. Après, genre, en 2015, j'ai commencé à prendre la drogue, mais genre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au point où, genre, en décembre, j'étais en crise de parano. Et moi, je fais pas confiance aux psychiatres et tout. Et du coup, j'ai médité pendant un mois, 2 mois, tout seul, parce que j'avais un logement Crous. Et du coup, parce que c'était vraiment grave, genre, je pouvais pas dormir la nuit parce que je croyais qu'il y avait quelqu'un derrière le rideau, juste le rideau, tu vois. Et au lieu d'aller voir s'il y a quelqu'un, genre, j'avais peur de me lever. Genre, c'est comme ça pendant 2 mois. Et du coup, j'ai médité. Et juste pour enlever, genre, la paranoïa. Et après, je me suis rendu compte, en fait, que j'ai réussi à m'auto-psychoter, à me dire que, OK, il y a pas de paranoïa, ça existe pas. J'ai utilisé la logique, la raison. Et en plus, genre, il y a un traumatisme, en fait, que j'ai débloqué aussi. Et du coup, je me suis rendu compte que je pouvais, pleurer, j'ai des émotions parce qu'avant, en fait, je copiais juste les gens. Ça fait peur de dire, mais genre, maintenant, je me rends compte que j'étais un peu un psychopathe parce que je copiais juste les émotions que je voyais. C'est pour ça que je suis un bon acteur, entre guillemets, et un bon menteur, parce que je pouvais montrer ce que toi, tu voulais voir de moi. Et je sais que j'ai un côté manipulateur, mais je sais comment m'en servir pour le bien et pas pour le mal, tu vois. Et du coup, j'ai réussi à débloquer mes émotions, j'arrivais à pleurer après. J'ai toujours été expressif. Mais c'est parce que j'ai compris en fait comment utiliser en fait l'émotion et les expressions pour montrer quelque chose et pour donner une émotion à quelqu'un. Voilà, c'est tout visuel, mais il y a pas de fond, tu vois. Et là, ça fait peur. Et du coup, genre, je me suis rendu compte que j'ai des émotions et que j'ai débloqué un traumatisme, etc. Parce que quand j'étais jeune, j'étais sensible et on m'a dit en fait qu'il faut que tu arrêtes d'être sensible. Et genre, je me suis fait un mur et en faisant ce mur, c'est là où inconsciemment, je me suis rendu compte en fait que j'avais pas d'émotions. Et du coup, pour survivre, j'ai essayé de copier les autres et c'est ça le début en fait j'avais pas d'émotions. Et après, maintenant, ça va mieux. J'essaye d'être une meilleure personne. J'ai débloqué tout ça. Je sais, j'ai des vraies émotions maintenant. Et c'est pour ça que je dis pour être une meilleure personne. Je me sens assez confiant pour dire ça parce que c'est une partie de moi que j'assume complètement. Et voilà, je suis ouvert à en parler. Et je trouve que si tu es ouvert dans la vie et tu donnes juste des positive vibes, ça va retourner à toi en bon karma. Et ça a toujours été comme ça parce que même si, c'est vrai que je suis tout le temps dans la merde, mais je m'en sors miraculeusement, je sais pas comment, mais je trouve que genre c'est le bon karma qui revient à moi. Mais vraiment, vraiment le bon karma. On va continuer un peu l'histoire de ta vie. Oui. Donc, tu sors du lycée, t'as le bac. Oui. Post cette période, tu commences une licence. J'adore vraiment la chimie. C'est pas pour créer de crack ou un truc comme ça, ou pour faire de la cocaïne, non, c'est pas du tout ça. Moi, je sais pas, genre, c'est juste l'idée, en fait, que les atomes peuvent créer quelque chose. C'est comme de la magie pour moi, tu vois. Donc, t'as commencé cette licence. Oui. Et t'as un peu abandonné, il me semble. Oui. Bah, il y avait le drag qui venait aussi. Enfin, je commençais le drag à ce moment-là, et aussi la photo. Enfin, j'en parle pas souvent. Et du coup, il y a les trois, en fait. Enfin, je faisais les trois. Et en ce moment-là, j'habitais seul. J'avais pas de soutien de ma mère. Et du coup, c'était vraiment, vraiment, vraiment dur. En plus, il y avait mon ordi qui s'est cassé à l'époque. Et du coup, genre, je pouvais pas utiliser mon ordi. Du coup, j'avais complètement laissé tomber
la photo et j'ai filé mes contacts à mon meilleur pote. J'ai laissé tomber aussi l'école parce que je trouve parce que le drag, ça me donnait une raison de continuer à vivre en fait. Parce qu'à cette époque-là, vu que genre c'était la déprime et tout, genre j'avais pas d'envie, j'étais perdu, je savais pas ce que je voulais dans la vie. Enfin, il y a plusieurs périodes dans ma vie que le drag en fait m'a sauvé. Et c'est assez intéressant de dire ça parce qu'en fait, quand tu es en dépression, je trouve que ou une addiction en général, je trouve pas que c'est à cause en fait de la drogue qui te rend accro, mais c'est plutôt l'environnement en fait de la personne. Par exemple, quand je me suis mis dans un bon environnement, c'est là où j'ai plus ou moins réussi à contrôler l'addiction, on va dire. Et après, que le drag, ça aide aussi à me mettre dans une vibe plus positive parce que moi, je trouvais que le drag, c'est quelque chose de bien et qui me sauve, tu vois, genre dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que quand je suis en dépression, ce que je fais, genre, je me bourre de projets de drague. Du coup, donc tu as commencé le drag à peu près en 2014. Comment est venue cette envie en fait? En 2012, je regardais déjà, j'ai découvert Drag Race. Du coup, j'ai regardé les saisons 1, 2, 3, 5 que j'ai essayé ici en France. Et quand je me suis lancé dans le drag en 2014, il y avait encore peu de drags. Je pense qu'il y avait une dizaine juste de drags de la nouvelle école. Alors, et donc voilà. C'est pour ça que je considère que je suis une des vieilles ici à Paris. Ça y est, tu fais partie des vieilles. Oui, mais vraiment, genre. Du coup, précision pour ceux qui ne sont pas du tout dans cet univers, RuPaul Drag Race, c'est un concours de drag queen Oui. américain. C'est programmé à la télévision. Oui, ça a commencé en 2009. Ouais, c'est aujourd'hui disponible sur Netflix pour Oui. ceux qui veulent jeter un coup d'œil. Oui. Et c'est animé par RuPaul, du coup, Oui. qui est une grande drague. Unique. RuPaul, Oui. qu'est-ce qui te saute aux yeux, qu'est-ce qui te plaît dans ce programme? Tout de suite. À l'époque, en tout cas. À l'époque, c'était quelque chose de nouveau. Moi, j'ai jamais vu un concours de drag. J'ai jamais vu une drag queen avant. Du coup, genre, c'était curieux, tu vois. En fait, c'est drôle parce que je vois maintenant des nouveaux gays qui me demandent ah ouais, tu me maquilles. Mais alors qu'avant, enfin, leur obsession en fait à Drag Race, tu vois. Mais moi, j'avais ça en 2014, 2013, où il y avait personne. Du coup, mon obsession, je savais pas comment canaliser. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je regardais sur Instagram Drag Queen Paris et j'ai trouvé justement Jérémy Patinier, qui était ma mère, maintenant ex-mère drag, et qui organise le dragathon, tu vois. Alors, c'est pour ça que j'ai gagné en fait, parce que j'ai utilisé tout ce que j'ai appris dans Drag Race et que j'ai appliqué au dragathon et que les autres savaient pas ce que c'était, tu vois. C'est pour ça que j'avais un avantage. Je reviens un peu en arrière avant Oui. le dragathon. Donc, tu vois ce programme, t'aimes ce que tu vois, c'est nouveau, Oui. ça t'inspire. Est-ce que tu réfléchis longtemps avant de te lancer ou est-ce que tu y vas très rapidement? Ouais, je me suis lancé comme ça, je pensais pas vraiment avoir un personnage, je me suis lancé comme ça. Quelle est l'identité de Calypso Overkill? Comment ce nom est venu? Comment ça s'est passé au début, quoi? Ok, c'est drôle parce que le nom Calypso Overkill, c'est pour faire hommage à ma meilleure pote. Elle s'appelle Aphrodite, elle est grecque. On était en coloc ensemble, on habitait à 9e, à Poissonnière. On habitait dans plus ou moins une cave. Genre, c'était genre à 22 mètres carrés, on était deux dedans. Elle est pas du tout compliquée. Elle m'a beaucoup aidé à évoluer aussi. C'est elle qui m'a appris en fait la politique. C'est pour ça que genre, je suis communiste aujourd'hui, parce que c'est grâce à elle. Elle m'a appris plein de choses. Et pendant que je m'entraînais avec mon maquillage pour le dragathon, je lui ai demandé en fait si elle avait un ancien prénom grec pour moi. Et du coup, elle a fait une liste. Et dès que j'ai entendu Calypso, je fais ah, Calypso, c'est ça. Et après, quand j'ai fini mon maquillage, je lui ai demandé en fait ce qu'elle pensait de mon maquillage. Et vu qu'on se parle anglais, elle a dit it's a bit overkill. Après, je fais ok, Calypso overkill. Et comme par hasard, mon personnage drag Calypso est un peu too much. Puis, comment identifier Calypso? Calypso, c'est toujours la drague sans sourcils. Ça a toujours été comme ça parce que je me suis dit aussi que ok, je suis pas doué à dessiner les sourcils. Du coup, pourquoi pas être une drague sans sourcils? Est-ce que du coup, tu peux un peu nous parler du chemin parcouru entre le jour où tu t'es lancé en drague Oui. et aujourd'hui, en fait? L'ascension, les moments importants, L'ascension. comment c'est venu? Ouf. Ah. Ok, alors j'ai commencé en 2014, j'ai gagné le dragathon. C'était à Concorde Atlantique, la péniche où il y avait la Flash, et c'était une Flash X Moda. Du coup, Qui sont deux soirées parisiennes. qui sont deux soirées parisiennes, oui, organisées par Arnaud et Renaud pour la Moda et Anne-Claire pour la Flash.
Et du coup, ils ont décidé de faire une soirée sur cette péniche et en même temps un concours de drag. Et moi, j'ai gagné. Et genre, c'est là où en fait, j'ai rencontré genre, les organisateurs de soirée. Et vu que j'ai gagné, genre, of course, les organisateurs là, me connaissent. Et quand je veux aller en soirée, j'ai contacté juste, j'ai envoyé un petit DM. Hey, est-ce que tu veux me lister, etc., etc. Du coup, ça a été toujours un peu comme ça, en mode genre, si j'ai envie c'est toujours comme ça aujourd'hui. Si j'ai envie d'aller en soirée, j'envoie juste un message et je suis sur la liste, quoi. C'est pour ça que je rigolais avant, je disais pourquoi t'as commencé, on me demandait pourquoi j'ai commencé le drag. Et je réponds, c'est parce que je veux pas payer. Parce que je suis tout le temps fauché de toute façon. Du coup, je veux pas payer l'entrée. Du coup, je fais de drague et je rentre gratuit. C'était comme ça au début, mais plus maintenant. Être drague maintenant, il y a beaucoup d'avantages. Voilà, j'allais en soirée. Et en plus, j'aimais vraiment la House of Mode avant parce qu'il y a un thème et je suivais le thème. Je me disais que c'était un peu un challenge de Drag Race, tu vois. Sauf que je suis toujours à côté de la plaque. Du coup, c'est là où j'ai rencontré d'autres drag queens en France. Je commence à expérimenter niveau performance et on me bookait à beaucoup de shows, sauf que j'étais dans une période pas très bien dans ma vie, du coup, genre, j'allais pas au gig, enfin, j'allais pas au show, je répondais pas aux messages. Après 2017, c'est là où je me suis dit, ok, je fais mon comeback et en même temps, c'était la première fois que Maison Chérie a été créée. Maison Chérie, donc du coup c'est une maison de drague. C'est Maison Drague, c'est une association. Étais. Oui, c'est un peu la première association drague. Ça porte aussi un syndicat drague. Donc oui, il y a toujours beaucoup de gens qui sont inscrits dedans, mais c'est mal géré par Mensa Farigola, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Il y avait le premier Super Bowl, on est revenu. J'étais pas d'accord avec ce qui s'est passé et comment Enza gérait les choses. Je parlais à personne pendant 3 mois. Parce que j'étais vraiment dégoûté qu'on avait perdu parce que moi je suis très compétitif, je savais pas que j'étais compétitif mais je le suis. J'étais pas d'accord avec Enza et il y avait aussi quelques personnes qui étaient pas d'accord avec Enza et du coup j'ai commencé à traîner avec ces personnes, c'est-à-dire Ali Saiko, Lakaina et ma fille Sativa Blaze, et on traînait tout le temps ensemble. On s'est rendu compte en fait qu'on travaillait bien les 4 ensemble et en 2018 on a créé Fugly qui est mon clique maintenant, ma house on va dire. Justement, en parlant de la Fugly, je voulais savoir un peu, donc tu as créé ça donc, avec tes potes drag du coup. Oui. Quelle était l'idée un peu derrière ce projet? Foutage de gueule, vraiment de second degré. Et le nom Fugly, je sais que ça vient de moi, c'est sûr que ça vient de moi. Je crois que j'ai regardé Mean Girls quelques jours avant. Du coup, on se préparait, je regardais cette image, je fais You Fugly, genre, juste pour le taquiner, tu vois. Après, c'est devenu comme ça, on se taquinait You Fugly, You Fugly, You Fugly. Et après, voilà, c'est devenu le nom du groupe, quoi. Fugly. Et c'est drôle parce que Enza pensait en fait que, pour moi, que j'ai créé ce groupe pour l'attaquer, sauf que nous, on n'a rien à battre. Du coup, jusqu'à quelques mois, en fait, elle pense qu'on est toujours en colère contre elle, sauf que nous, on est passé à autre chose. Fugly, ça, on va dire que genre, c'est le meilleur groupe drag de Paris, et du coup, que tout le monde, les organisateurs, si je peux balancer le thé, maintenant, il y a 2 personnes qui créent 2 agences de drag en ce moment, et ils se battent pour nous avoir. Donc voilà, tu vois, du coup, genre, l'idée de Fugly, c'est que nous, on est un groupe de pop performeurs et que nous, on est tout le temps au second degré, on se prend jamais au sérieux. Tu te souviens d'ailleurs, quand on parle de ton histoire en tant que drag, est-ce que tu te souviens de ta première performance du coup? Oui, Dragathon. C'était vraiment ta première performance? Je suis sorti pour la première fois à la Pride, où je me suis fait draguer derrière, alors que je ressemblais à rien de tout. Mais après, ma première performance, c'est Dragathon, c'était un mix sur Toxic et Destiny's Child. J'ai oublié, mais c'était Destiny's Child de Britney. Ok. Et ça s'était bien passé? T'étais contente de toi? Est-ce que... Oui, j'ai fait un dip, j'ai fait un reveal et j'ai gagné. Je pense que... on pouvait pas faire mieux. Oui, surtout moi à l'époque, genre... Voilà. Ouais. Est-ce qu'en y repensant, t'aurais fait la même performance maintenant, aujourd'hui? Déjà, en fait, il y avait déjà l'empreinte en fait de style Calypso et que ça a toujours continué parce que c'est toujours moi. Ça s'est juste amélioré, ça s'est juste raffiné, mais ça a toujours été moi. De façon générale, est-ce que c'est quand même compliqué de pouvoir poursuivre dans le temps, de pouvoir arriver à animer, performer lors des soirées, se faire prendre au sérieux, être rémunéré comme il faut?
Que ce soit pour les clubs ou pour les médias, la télévision, quand il arrive de faire des performances pour des artistes sur scène, etc. Comment ça se passe? Moi, je pense que c'est grâce à mon expérience, en fait. C'est pour ça que quand je vois une baby drag queen qui perce rapidement, j'ai peur, en fait, pour cette personne parce que cette drague n'a pas eu l'expérience que j'avais. Et j'ai peur, en fait, que cette drague se fait arnaquer. Quand je compare, moi, je peux gagner entre 150 € jusqu'à 250 € par soir. Et moi, j'apprends, en fait, que les baby drag queens, en ce moment, elles sont juste payées 50 €. Peut-être moins. Ou peut-être juste par la visibilité. Alors que non, on fait le même travail, tu vois. Ok, certes, je suis plus belle, mais bon, c'est toujours la même chose. C'est pour animer une soirée, c'est pour être une drague. Cette question financière, elle est importante parce que beaucoup de temps de faire du drag. Ça demande de l'argent, j'imagine aussi, le maquillage, les tenues. Oui, c'est vrai. Est-ce que du coup, ça peut pas être aussi un frein? Est-ce que c'est pas compliqué? Si, l'argent, ça a toujours été quelque chose. Enfin, en tout cas, avec le drag, c'est pour ça que maintenant, j'essaie de négocier vraiment au max parce que je connais ma valeur entre guillemets, et je sais ce que je vaux. Du coup, quand on me paye moins, je suis dans le mode non, ça va pas être possible, du coup, je le fais pas. C'est pour ça que je veux être mon propre manager parce que c'est moi qui gère en fait mon argent. Je veux pas travailler pour une soirée. C'est pour ça que genre l'idée d'être youtubeur et gagner mon propre argent par mes moyens et que je suis le boss de moi-même, je trouve que c'est une bonne idée. Ça, c'est parfait pour moi. Mais après, avoir un boss, voilà. Et en plus, je sais pas, parfois j'ai du mal à travailler avec quelqu'un qui est au-dessus de moi parce que c'est mon côté anarchiste, en fait, qui ressort. Donc, voilà. Mais une drag queen se demande quand même une énergie folle. Oui. C'est-à-dire qu'entre les journées de préparation, les soirées, les nuits, les événements, etc. Et après, le lendemain, vous préparez, ranger tout le bordel. Oui, hein, c'est avant, après et pendant. Oui, c'est donc ça. justement, est-ce que tu peux par exemple nous parler du temps dont tu as besoin, des étapes nécessaires pour passer de Jérémy à Calypso, et en gros, en clair, nous raconter comment se passe une journée quand tu as un événement en drag queen le soir? Faut pas juste une journée, un mois. Ok, imagine, en prenant l'exemple de Fugly, la date, ça va être genre le 24 mai. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer l'événement. Enfin, en général, les tâches sont séparées, mais vu que genre tout le monde est... Enfin, pas tout le monde le fait, moi j'ai une grosse partie dans Fugly. C'est moi qui crée l'événement, c'est moi qui crée le graphisme pour le bannière, c'est moi qui... Enfin, les autres personnes organisent le photoshoot. Après, je fais le montage. On lance l'événement. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Inviter des gens, poster des trucs pour animer l'événement, partager l'événement, faire des partenariats avec Manifesto et Friction Magazine pour avoir des places. Après, faire de la pub quelques jours avant. Tout ça, c'est juste la com pour l'événement. Après, niveau drag, qu'est-ce qu'il faut penser aux performances? Il faut réfléchir à un thème. Il faut créer l'événement. Il faut voir les designers. Il faut faire un fitting. Il faut acheter les matériels. Et après, quand t'as tout ça, il y a les répètes pour Fugly. Après, le jour J, faire le maquillage. T'arrives là-bas, t'es stressé, il faut que tu boives, t'as pas du tout mangé la journée, tu fais le show. Ok, après, voilà, t'es décompressé. Mais tu peux pas vraiment, parce qu'il faut que tu lances l'événement prochain, enfin, le prochain événement. Et c'est une boucle, tu vois. Et c'est juste une soirée. Et si t'as plusieurs soirées à gérer, c'est encore plus difficile. Si le week-end est complet. Oui, et encore, il faut que tu postes tes performances et t'as filmé. Il faut que il faut que tu crées des photoshoots à côté pour animer ton Instagram. Moi, dans ma tête, en fait, Fugly, on passe inaperçu, mais dès qu'on attaque et tout le monde va être là en mode choqué. C'est pour ça que pour le festival, le premier festival Drag Snatch, personne s'attendait à ce qu'on allait être aussi bien. Et nous, on préfère, parce que comme ça, genre, il y a pas de pression sur nous. Sauf que on a pris déjà de l'avance par rapport à tout le monde. Et tous les projets qui vont sortir, c'est vraiment genre des putains de projets. Je travaille avec Isabelle Huppert, Charlie XCX, Bastille. J'ai eu en fait ces propositions parce que moi, je crée du bruit dans la scène parisienne. Je pense pas que mon drag est pourri. Je pense que mon drag est très... Il y a un impact, tu vois. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi genre, j'attire beaucoup de personnes et j'attire beaucoup de propositions parce que ce que je fais, ça fait de la merde. C'est pour ça que j'ai beaucoup de confiance aussi en moi. C'est double tranchant parce que parfois, quand je me trompe, je l'admets pas. On a parlé un peu avant d'enregistrer le podcast, mais tu as fait une première soirée en ton nom, Apocalypso. Oui. Il y a pas longtemps. Est-ce que c'est aussi, pour toi, ça marque quelque chose aussi dans ta carrière de drague? Avoir une soirée à moi parce que je voulais pas avoir cette responsabilité et
C'est pour ça que j'ai créé aussi Fugly avec d'autres personnes, parce que moi, je veux pas être la seule responsable de quelque chose. Parce que je sais que je suis instable et que à tout moment, il pourrait m'arriver un truc où je suis là en mode non, je veux pas. Je veux aussi dépasser d'autres genres d'art. Tu veux toucher tous les types d'art, tous les types Oui. d'art. Mais tu sais, j'avais un contact en fait pour performer à. C'est quoi le festival queer au Palais de Tokyo? Le Loud and Proud. Loud and Proud, voilà, je devais faire une performance. Enfin, il y a quelqu'un qui devait me pistonner pour faire un truc, une installation entre guillemets au Palais de Tokyo, sauf que j'ai pas eu, c'est dommage, tu vois. Et c'était en 2016. Ouais, donc tu pensais déjà à ça, à Oui. te diversifier, c'est un truc qui est en toi. Oui, Quoi. en plus, il n'y a personne qui le fait ici à Paris, on est à Paris quand même. Et du coup, moi, je veux vraiment percer dans tous les domaines parce que voilà. Ok. Et puis en plus, je pense que ça aiderait aussi le drag à se faire connaître, parce que même ça devient Exactement. mainstream, ça devient Oui. mainstream quand même toujours dans la communauté Dans tous les- queer. Oui. Et donc ce serait bien de aussi peut-être casser ces barrières-là. Oui, exactement. Et je veux pas genre être étiqueté comme le drag qui fait ça. Je veux être l'artiste qui fait du drag et ça. Tu vois, je veux que le drag, ça peut être un outil dans l'art et pas juste Pas une juste ce qui te identité. définit. Oui, voilà. Je voulais savoir si tu avais un conseil pour celles et ceux qui... Qui va commencer le drag. Ouais. Surtout, il faut pas prendre les choses au sérieux. Il y aura du drama. Il y aura des périodes où pendant toute la soirée, les gens vont vous dire ok, t'es belle, etc. en tel machin. Et après, tu rentres tout seul dans ton appart, c'est le bordel, tu manges des pâtes, tu te démaquilles, tu dors, t'es en dépression, tu vois. Du coup, il faut pas penser que c'est tout le temps de glamour. Et réfléchissez vraiment pourquoi vous voulez le faire. Et have fun. Mais je pense que c'est vraiment et ne jamais se prendre au sérieux parce que il faut que ce soit fun aussi. Voilà mes conseils. Et surtout, suivez-moi sur les réseaux sociaux, c'est @calypso_. Merci à Jérémy d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi qui écoutes la série de podcasts Flamboyante, cela signifie beaucoup. Tu peux suivre ce podcast sur les réseaux sociaux de Mauvaise Tête. Aussi, si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à nous laisser des étoiles sur Apple Podcasts. Intense passion.